Et donc, alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Le Libre Journal des économistes. Mes invités sont Lisa Kamenersig et Erwan Keinec. Et nous parlons d'une revue d'actualité. Nous allons parler de Dieu est dans les détails, titre audacieux, et aussi de pourquoi la taxation appauvrit les riches. C'est un titre audacieux, mais j'essaye de faire passer, c'est un petit peu d'ailleurs une idée dont vous parliez tout à l'heure, faire passer à travers ce titre cette idée que finalement les hommes politiques arrivent avec leurs gros doigts pour corriger des phénomènes naturels finalement, parce que l'économie est un phénomène naturel. On se rend compte alors, d'abord, on entend souvent le diable est dans les détails. Alors c'est pas complètement faux que s'il y a un boulon qui est abîmé ou mal vissé dans une fusée, elle risque d'exploser au décollage. C'est un petit détail qui aurait été diabolique. Mais Dieu est aussi dans les détails. D'ailleurs, je crois que Mies van der Rohe a dit ça, l'architecte Mies van der Rohe. Et donc, et ça, on s'en rend compte quand on regarde la nature, quand on voit fonctionner une ruche, quand on regarde, je sais pas quoi, les pétales ou les tiges ou les feuilles, etc., d'un rhododendron ou d'un bougainvillet, etc. Enfin bref. Et donc, ce que j'aimerais transmettre, disons, c'est que cette chose se voit aussi en économie. Il y a comme ça énormément de choses qui sont très très fines, qui s'ajustent très finement. C'est ce dont parle Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, dont nous parlons souvent dans cette émission, quand il parle de catalaxie, c'est-à-dire c'est aussi d'ailleurs ce que dit Adam Smith quand il parle de main invisible, c'est-à-dire il dit finalement les choses s'ajustent très finement, et quand un homme politique comme ça pense qu'il suffit de donner un ordre, de faire passer une loi, etc. Finalement, il ne se rend pas compte de toute la finesse, de tous les détails finalement qui sont dans le tableau. Et on se rend compte, par exemple, je sais pas quoi, ils sont en train de tuer l'automobile européenne avec leurs lois là. Et donc ils font des marches arrière, etc. pour retarder le moment. J'ai vu que l'Angleterre avait pris sa décision d'ailleurs de retarder l'arrivée des moteurs électriques, de l'obligation de moteurs électriques sur le marché anglais. Bon. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous inspire cette question, Erwan Keinec, Lisa Kamenersig, si vous avez quelque chose à en dire, disons, sur le fait que... Non, mais effectivement, ça renvoie à un débat, alors là, qui est très ancien en économie, c'est économie planifiée versus économie de marché. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, alors l'illusion que l'économie, une illusion que je crois très largement partagée en France, c'est-à-dire qui transcende les clivages idéologiques. Je pense qu'à droite comme à gauche, on partage cette illusion, oui. À savoir que l'État est tout puissant. Alors ça relève de notre histoire. L'économie française a été assez largement construite par Colbert. Donc le colbertisme est un modèle qui continue d'imprégner les esprits et de se passer de génération en génération. Et donc cette illusion, alors... Le terme illusion est quand même forcé de ma part, parce qu'on trouverait des réussites, ou en tout cas un certain nombre d'exemples qui montrent que l'État entrepreneur en France a parfois eu, et justement les raisons d'ailleurs de ce succès sont intéressantes à analyser, oui. Donc a parfois eu un certain nombre d'initiatives heureuses. Mais c'est l'exception qui confirme la règle lorsque cela arrive. Un économiste, Jacques Lezourne, disait que la France était une Union soviétique qui avait réussi. Oui. Parce que, précisément... Alors ça me paraît complètement impossible. Oui, mais parce qu'elle, précisément, elle Oui. combine des mécanismes ataviques de planification, de contrôle social et économique, de décision technocratique par des grands corps d'ingénieurs, d'ailleurs excellemment formés à cette fin, et des éléments, notamment de théorie économique, qui respectent le système des prix et donc la décentralisation de l'offre et de la demande. C'est assez étonnant. EDF, qui est une création d'État, a été géré pendant des décennies sur un principe dogmatique de tarification au coût marginal. Ça ne va pas parler à grand monde, mais c'est une tarification assez rationnelle, ou même d'ailleurs plutôt très rationnelle en matière économique. C'est la seule possible en électricité, non ? Alors, c'est en tout cas la plus viable. Alors, je crois qu'on facture toujours l'électricité au prix du dernier arrivant, disons, nécessaire pour alimenter le réseau. Et qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'agir autrement. Alors on peut, si vous... en Union soviétique, on peut, mais enfin, disons, si on veut ajuster en permanence, très exactement, disons, c'est une nécessité
liées à l'électricité elle-même. Hein, si on veut ajuster très précisément la production d'électricité avec la demande d'électricité, pas pouvoir dire bon, on éteint Courbevoie Oui, mais ou n'oubliez... le 4e Oui. arrondissement pour la nuit, ou des choses comme ça. Je crois qu'on est un peu obligé de facturer On n'est coût jamais marginal obligé. du dernier arrivant. Enfin, On n'est en tout jamais cas, obligé. On est conduit, obligé disons. selon la rationalité économique. Mais Oui. si vous tarifez pas selon la rationalité économique, l'État mettra au pot ce qui vous manque. Ah oui, ça, bien sûr. Donc, Oui, oui. à partir de là, d'ailleurs, ça se pratique pour l'instant en Chine, où un certain nombre d'entreprises vendent à perte et, Oui, oui. et l'État subventionne. Ça se pratique également en France, où les subventions aux énergies renouvelables ont aussi cette fonction. Donc, Oui. ça se pratique Non, non, toujours. bien sûr. Mais Oui. il y a eu un certain nombre, on les appelait des ingénieurs économistes, je prends cet exemple parce que je le connais, il y Ah oui. aurait d'autres à évoquer, qui imposaient une tarification, disons, déduite de la théorie économique, de la bonne, je dirais, de la théorie microéconomique, Oui. pour contrecarrer précisément la tentation de l'État de toujours distordre et trafiquer ses tarifs pour des motifs notamment politiques et sociaux. Mais en règle générale, un État entrepreneur et planificateur, ça ne marche pas parce que ça ne maîtrise pas tous les paramètres Bien sûr. Oui. de l'offre et de la demande. Or, la loi de l'offre et de la demande, c'est à la société et à l'économie ce que la loi de la gravité ou du rayonnement est à la physique. Hein. Bien sûr, bien c'est sûr. une loi sociale absolument implacable. Incontournable. Et c'est une loi naturelle. Oui. Et donc, évidemment, oui, si on ne la respecte pas, ça va créer des phénomènes de gaspillage, ça va créer des phénomènes de rationnement, comme on l'a dit à propos de la santé. Et donc, oui, Dieu est dans les détails. Alors, l'illusion, parce que c'est une illusion, selon laquelle le pouvoir politique peut commander l'économie, illusion qui est culturelle en France, elle renvoie à ce que l'économiste libéral Friedrich von Hayek appelle d'abord la vanité fatale. Vanité fatale des gouvernements. C'est un acte d'extrême vanité. C'est pas le titre de son livre, c'est quoi? Fatal conceit. C'est présomption fatale. La présomption fatale. La présomption fatale. Je le traduis un peu librement. Non, mais si vous cherchez le livre en librairie, la présomption fatale. Voilà, tout à fait. Oui. Donc la vanité ou la présomption qu'ont les hommes de l'État, aussi intelligents et bien formés soient-ils, car ils le sont en général, à maîtriser une connaissance qui leur échappe et qui est secrètement contenue dans la subjectivité des désirs de chacun. Parce que c'est fondamentalement de cela dont il s'agit. Et puis, le faux semblant de la connaissance, c'est-à-dire le fait de, avec des modèles, notamment macroéconomiques, prétendre justement représenter quasiment à l'identique un modèle, un fonctionnement, un système qui est beaucoup plus complexe que les modèles en question ne le disent. Et notamment, dès qu'il y a de l'innovation, donc de la liberté, toute cette prévision économique s'effondre. Voilà. Et c'est pourquoi le contrôle économique va de pair avec le contrôle social. Pour que les prévisions économiques marchent, il faut tolérer le moins possible la dissidence, la liberté et l'innovation qui vont créer des produits auxquels vous n'aviez absolument pas pensé, changer des usages auxquels vous n'aviez absolument pas pensé, changer l'ordre relatif des prix et donc rendre des technologies obsolètes du type, exemple caricatural, mais Internet qui supplante le Minitel. C'est vrai qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui consultent Google que le Minitel, je crois. Hein. Je crois que le Minitel a même fermé ses services récemment. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, c'est ça. C'était ironique. J'ai appris à cette occasion que le Minitel avait encore existé longtemps. Et donc l'un des problèmes dont nous souffrons, j'en termine là-dessus, et qui est évidemment corrélé à notre problème de dette publique, c'est ça, c'est cette intrusion tout à fait excessive de l'État dans des processus sociaux qui sont beaucoup plus micro, beaucoup plus complexes, dans un pays dont, en plus, les habitants, il faut s'en féliciter, restent libres, ou en tout cas très largement jaloux de leur liberté, de leur indépendance, parce qu'en plus, c'est un trait de caractère national, si je puis dire. Oui, c'est un trait de caractère national. Les Français sont assez obéissants aussi. Les deux. Alors les deux, ce serait à développer. Oui. Mais alors, c'est intéressant parce que ce que vous dites, par exemple, sur EDF, c'était assez vrai. Je crois que c'était une entreprise qui était assez admirée, d'ailleurs. Les polytechniciens et les centraliens qui travaillaient chez EDF étaient de très très bons professionnels. Et puis voilà, l'État a commencé à faire n'importe quoi, à stopper un programme nucléaire d'ailleurs qui a été lancé un peu par chance, on va dire d'une certaine façon. Giscard d'Estaing avait la certitude qu'un pays moderne devait doubler sa consommation d'électricité tous les 10 ans. Donc voilà, il avait lancé, et puis il se trouve qu'avec la crise pétrolière de 73 et 78, les hausses du prix du pétrole, ça a été très très avantageux pour la France. Et aujourd'hui, avec la focalisation sur le dioxyde de carbone,
c'est encore une nouvelle raison, mais EDF s'est effondré. Alors on l'a vu d'ailleurs avec Flamanville. Certains gouvernements ont considéré qu'il fallait prendre de l'argent, il y avait une manne derrière EDF et qu'il fallait se servir largement, chose que vous ne pouvez pas faire aussi visiblement s'il s'agit d'une entreprise privée. Enfin, normalement, vous êtes obligé de taxer toutes les entreprises à peu près de la même façon. Normalement, on dit bien normalement. On voit que c'est de moins en moins le cas. Hein. Oui, vous avez de plus en plus de taxes de super profit qui sont ciblées sur un certain nombre d'entreprises qui en font. Donc oui, mais effectivement, il y a un principe de neutralité ou de généralité de l'impôt que les mesures dont j'entends parler récemment, et d'ailleurs depuis longtemps, questionnent. Oui. Vous avez entendu parler de l'idée de rembourser différemment les soins, les médicaments en fonction du revenu des gens? Ah mais moi je suis pour qu'on facture les saucisses aux riches deux fois plus cher qu'aux gens qui sont plus pauvres, avec ceux qui sont deux fois. Si vous avez un cancer, vous serez remboursé différemment si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. Ah non, mais c'est absolument honteux de faire ça. Et puis, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être riche dans un pays où vous payez vos saucisses au prorata de votre salaire? Je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Vous êtes juste ponctionné davantage. C'est l'égalitarisme poussé dans ces derniers tranchements. Et puis l'inquisition que ça représente. Enfin, disons, au moment où vous achetez vos saucisses, vous êtes obligé de présenter votre feuille de salaire pour qu'on sache à quel prix on va vous facturer vos saucisses. Enfin, je veux dire, et on y va tout droit. Enfin, je veux dire, ça a l'air grotesque ce que je dis, mais il parle par exemple de faire des amendes qui se fassent au prorata. Pour que le riche souffre autant d'avoir garé sa voiture de travers qu'un pauvre, etc. Enfin, donc on y va tout droit. Oui, c'est déjà fait dans les écoles, puisque les dotations des écoles sont calculées en fonction de ce qu'on appelle l'indice de position sociale, qui est calculé, lui, en fonction de ce que déclarent les parents de leur profession, de ce que déclarent les enfants, du nombre d'écrans qu'il y a à la maison, du nombre de livres qu'il y a à la maison, des pratiques culturelles, etc. Donc, qui permet de classer les écoles en écoles de riches et en écoles de pauvres, avec ce qu'on appelle un indice de position sociale. Un ami qui est proviseur à Marseille, je crois, m'a raconté que dans son école, il y avait un grand nombre de parents, enfin de parents des élèves de l'école qui possédaient un petit restaurant qui vendait des kebabs, d'autres, je sais pas, qui vendaient de la téléphonie, voilà, et que ces gens-là étaient considérés comme des patrons du CAC 40. Le simple fait d'écrire qu'on est patron fait que l'école, donc dans une école comme ça où il y a une majorité de gens dont les parents sont entrepreneurs, on va dire, sont moins dotés parce que en tant que patron, on est considéré comme riche en France et donc l'école dans laquelle on est doit recevoir moins d'argent. Il y a bien des patrons qui n'arrivent pas à se verser un SMIC alors qu'ils sont obligés de les verser. Oui, puis comme vous dites, c'est très inquisiteur. C'est ça, voilà, à quel moment, quand j'inscris mon enfant dans une école, est-ce que je dois m'attendre à ce qu'on vienne perquisitionner chez moi pour savoir combien il y a de livres, si j'emmène mes enfants au musée, si je leur fais lire des bandes dessinées ou de la grande littérature, s'ils ont un écran dans leur chambre ou pas, c'est quand même... bon, pour l'instant, c'est déclaratif. Oui. Mais enfin, quand même, on demande à des petits-enfants d'aller raconter ce qui se passe à la maison. Non, bien sûr, oui. Alors, je crois qu'ils font ça par sondage, disons. C'est-à-dire que, ils prennent un panel qu'ils considèrent comme représentatif. Oui, voilà. Mais voilà, ça peut tomber sur n'importe quelle école, à n'importe quel moment. Et c'est alors ce qui est complètement fou dans cette histoire, je trouve, parce que je suis allée voir un peu comment était calculé cet indice de position sociale, c'est la façon dont on passe du qualitatif au quantitatif. Puisque voilà, si vous êtes professeur des écoles, ce qui est mon cas, vous avez je sais pas comment on appeler ça, un nombre de points supérieur à quelqu'un qui serait, je sais pas quoi, avocat par exemple, parce que je suis censée détenir un patrimoine culturel. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est une richesse, si vous voulez. Donc, moi, par exemple, je ne dois pas recevoir beaucoup d'argent puisque je suis professeur des écoles et que de notoriété publique, les professeurs savent où diriger leurs enfants, etc. Je possède un savoir qui est discriminant pour les autres. Enfin, c'est complètement fou. Et cette, voilà. Et puis, alors, l'attribution du nombre de points en fonction des critères qualitatifs n'est pas justifiée. On n'explique à aucun moment, on explique comment est calculé cet indice. Oui. Voilà, donc les critères sont qualitatifs, l'indice est quantitatif. La façon dont on passe de l'un à l'autre est très mystérieuse. Tout à fait.
On a peut-être des libertés en France et quelques belles entreprises, mais on n'a pas ni Google, ni Apple, ni Amazon, ni Facebook, ni Non. Netflix, ni Microsoft. En fait, elles sont toutes américaines. C'est louche. Et à un moment, il faut quand même se poser la question. Oui, il y a Pourquoi quelques ces nouvelles innovations en Allemagne aussi, Oui, il y en a en Allemagne, en ou Suisse, dans les pays bon, il y a- d'Asie, bien il y a- sûr. il y a- Mais ouais. non, effectivement, nos très grandes entreprises datent d'il y a longtemps. Nous vivons sur notre... ont été créées il y a longtemps, Oui, oui. soit d'ailleurs en général par des familles fortunées, soit à l'instigation aussi de l'État sur des secteurs stratégiques. Mais effectivement, il n'y a pas, à ma connaissance, de grandes entreprises françaises. Alors il y a Free qui a une très belle réussite, par Alors, exemple. d'accord, Ça oui. existe, Oui, disons, oui. ça n'est pas Oui. non plus. C'est un distributeur, mais c'est son marché est plus domestique. À une époque, on parlait justement des distributeurs français, Auchan, Leclerc, Carrefour, Oui. etc., qui ont perdu un petit peu, mais qui étaient exemplaires, disons, pendant très longtemps. Oui. Et on voit les efforts importants déployés par les Français qui veulent boycotter les Américains ces jours-ci. Si vous suivez un petit peu les informations, on suit des ménagères de moins de 50 ans dans les rayons des supermarchés pour voir comment elles font pour ne pas acheter de marques américaines. Oui. Voilà, et il y a, je crois, ça date de ce matin ou d'hier, un sondage sur les marques préférées des Français. Il y a les 20 premières marques sont des marques américaines. Donc ça va être compliqué de boycotter les États-Unis. Oui. Voilà, ça va être. Mais il y a beaucoup de gens qui déploient beaucoup d'efforts en ce moment pour Oui. essayer de punir M. Trump. On va peut-être parler de M. Trump, d'ailleurs, bientôt. Juste peut-être pour finir sur cette histoire de Dieu est dans les détails, il y a aussi une idée qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'ont les entrepreneurs visionnaires, finalement, dans l'émergence. Je fais une conférence, d'ailleurs, récemment, où je parle comme ça du monde d'IBM et des concurrents d'IBM. C'est-à-dire que tous les concurrents d'IBM, alors c'est Bureau, Univac, Sperry, EC2i, Noël Bull, etc., finalement, étaient dans la roue d'IBM, y compris ceux qui avaient des plus petits systèmes comme Digital ou Hewlett-Packard, etc. Enfin, toutes ces entreprises-là, finalement, copiaient le modèle IBM. On parlait à l'époque de Blanche-Neige et les Sept Nains, d'ailleurs, pour parler de ces 7 entreprises qui suivaient le modèle IBM. Et quand Steve Jobs est arrivé, finalement, avec cette vision de l'informatique qu'il apportait, beaucoup d'entreprises se sont créées aussi pour essayer de copier son modèle, comme, je ne sais pas quoi t'en dire, Radio Shack, Commodore, etc. Enfin, il y avait beaucoup de petites entreprises comme ça qui n'ont pas résisté parce que finalement, elles n'étaient pas porteuses de cette vision. Et la pensée socialiste par rapport à ces entrepreneurs, c'est un peu de se dire, si Steve Jobs n'avait pas été là, n'importe quel connard aurait, à un moment ou à un autre, 1 an, 2 ans plus tard, aurait eu la même idée, serait arrivé, tac, et le marché de l'informatique serait exactement ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est complètement faux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour porter une vision absolument originale, complètement contraire, et c'est ce que j'essayais de mettre en avant, complètement contraire à celle d'IBM, puisque dans le monde d'IBM, l'informatique est faite pour des adultes, même des adultes formés par IBM. Voilà, les ordinateurs sont même pas, vous n'en êtes même pas propriétaire, ils les louent. Hein, voilà, pour rester complètement propriétaire de la machine, vous avez besoin d'un programme. C'est les informaticiens d'IBM qui vont pondre les logiciels. Et ce n'est surtout pas une critique d'IBM. IBM a beaucoup participé, par exemple, au fait que l'homme marche sur la Lune, ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est sûr. Mais c'est seulement que, finalement, personne s'était dit, tiens, l'informatique est un produit domestique comme un fer à repasser, et ce sera dans la cuisine des gens, etc., etc. Et dès la première publicité pour l'Apple II, qui était le véritable premier ordinateur d'Apple, puisque l'Apple I a été sorti à quelques centaines d'exemplaires, dès la première publicité, on voit quelqu'un dans sa cuisine, voilà, qui est en train de tapoter, comme ça, en train de regarder des graphiques sur son ordinateur, avec sa femme à côté, etc. Enfin bref, c'est une publicité genrée, parce que c'était en 1976 ou 77. Mais en tout cas, il y avait le fait de porter cette vision est aussi indispensable. Disons, on ne peut pas se passer de Mozart pour écrire la 42e symphonie. Il n'y a pas de 42e symphonie, il n'y en aura jamais, parce que Mozart est mort à la 41e. Et en fait, il en va de même pour les visions d'entreprise. S'il n'y a pas quelqu'un à un moment pour porter un point de vue absolument original sur un marché, ce marché-là n'existera jamais, en tout cas jamais sous cette forme-là, quoi.
Est-ce que c'est pas consubstantiel de la vision progressiste de l'histoire? C'est-à-dire, en gros, on Complètement. va vers quelque chose. Oui. L'étymologie du mot progrès, c'est ça, C'est ça. on progresse vers forcément un but commun, Voilà. unique et nécessaire. Il y a une téléologie Et- naturelle et qui, voilà, et selon les finalement- socialistes, qui amène Voilà. forcément, voilà, Alors lesquels- que oui, on- oui. bah, la- Statistiquement presque, voilà, statistiquement, Oui. un visionnaire, enfin, où quelqu'un arrivera, disons, pour... Et ouais, une vision très standardisée de l'humain. totalement. Le socialisme, c'est une sorte de taylorisme démographique, si vous voulez. Vous avez une masse informe, qu'on appelle peuple, et puis qu'on va subdiviser en catégories, genre, on va pas dire race, mais enfin, c'est Oui. toutes ces catégories-là. Éventuellement race Et- pour et- certains socialismes. Et absolument, au début du siècle, et du XXe siècle, et tout le monde est à peu près pareil, en fait. Oui. Et l'histoire marche selon cette espèce de destinée des masses. Il y a quasiment une idée de destinée dans la philosophie socialiste. Or, ce que disent les libéraux, je pense que c'est beaucoup plus proche de la vérité, c'est que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire les masses, elles suivent. Elles suivent des process historiques. Je dis ça sans... Moi, je fais partie de la masse, il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'une des sources de la complexité croissante du monde, c'est le fait qu'on va être 10 milliards d'habitants d'ici une trentaine ou une quarantaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? 10 milliards d'habitants, ça veut dire des masses beaucoup plus grandes. Mais ça veut dire aussi des individus exceptionnels aux deux franges de la masse, également beaucoup plus nombreux. Et c'est eux qui vont dicter l'histoire. Ce qui va dicter l'histoire, c'est des grands innovateurs qui auront à droite de la courbe, des grands génies. Alors, il y en a aujourd'hui, et heureusement, et qui ont la possibilité de mettre en œuvre leurs idées de génie. Et puis, à gauche, les salauds. Et ceux-là, ils ont un potentiel de destruction qui est absolument faramineux, voire inimaginable. Alors, je vais nous interrompre quelques instants, nous allons passer un bobino et je vous reprends immédiatement en studio. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.